Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Alors, mardi dernier, nous avons passé en revue quelques règles à suivre pour la rédaction de messages, de courriers en général formels. Durant cette semaine, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous nous focaliserons, donc durant la séance d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la rédaction des mails. Alors, mail ou courriel, hein, c'est exactement la même chose. Donc, la rédaction des mails formels. Nous tenterons de répondre à un ensemble de questions pour que vous soyez capable de rédiger un mail formel. Alors, petit rappel, la semaine dernière, nous avons vu un ensemble de questions essentielles à se poser avant de rédiger un message. Je vais rappeler quelques questions à se poser. La première, c'est quelle est l'information que je veux véhiculer? Quelle information je veux faire passer à mon interlocuteur, au destinataire de mon message? Alors, quelle est l'information principale? Et quelles sont les informations secondaires ou complémentaires? Nous avions noté que ces informations complémentaires ou secondaires ne doivent surtout pas parasiter mon message principal. Il faut bien garder en vue le message principal. La deuxième question était de savoir quel est l'objectif du message. Quel est l'objectif du message? Est-ce demander? Est-ce informer? Pourquoi est-ce que je rédige un message? Est-ce que c'est pour exprimer des regrets? Est-ce que je rédige un message pour confirmer, pour rappeler, pour remercier? Donc, toujours se poser la question, quel est l'objectif du message? Alors, je reviens à la rédaction du mail. Donc, nous allons travailler aujourd'hui sur la structure du mail. La structure, autrement dit, le plan. Nous allons voir qu'il y a différentes parties à respecter, à suivre, pour rédiger un mail. Alors, nous allons travailler sur la structure du mail ainsi que sur les différentes expressions à utiliser pour la rédaction d'un mail. Alors, je vais commencer par partager avec vous un document, c'est un mail. Je vais vous laisser quelques instants pour le lire et ensuite je le relirai à haute voix. Donc, je fais un partage tout de suite avec vous. Alors, l'objet du mail, délai de paiement pour la facture numéro 832/16. Madame, Monsieur, par votre mail du 9 mars 2016, vous nous signalez qu'il ne vous sera pas possible de régler notre lettre de change du 19 mars. Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes disposés, à titre exceptionnel, à proroger la date de cet effet. Vous voudrez bien nous retourner une nouvelle lettre de change revêtue de votre signature et datée du 2 mai 2016, en pièce jointe pour acceptation. Cordialement, Jean-Marc Morin, service comptabilité, Livran de service, et vous avez le mail. Voilà. Alors, vous avez un exemple de mail professionnel. Je reviens à la structure, au plan utilisé dans ce mail-là. Alors, vous avez l'appellation, l'introduction, le développement, la conclusion et la formule de politesse. Alors, l'appellation, désigne le ou les destinataires. Par exemple, Madame, Monsieur, Monsieur le directeur, Monsieur X, etc. Vous avez l'introduction. Elle rappelle la conversation qui a eu lieu. Ça peut être une conversation face à face, ça peut être une conversation téléphonique ou les mails précédents. Le développement. Dans le développement, c'est là où on énonce l'objectif du mail. Est-ce que c'est pour demander? Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour confirmer? Ou autre. Nous avons également la conclusion. Dans la conclusion, on exprime l'intérêt que l'on a vis-à-vis du destinataire. Et à la fin, nous avons la formule de politesse. Alors, je reviens sur le mail et je vais vous demander d'essayer de dégager les différentes parties de ce mail-là. Alors, vous avez Madame, Monsieur.
qui font office d'appellation. Car comme nous l'avons dit, l'appellation désigne le ou les destinataires. Alors, je vais passer rapidement en revue les différentes parties du mail. J'y reviendrai en détail par la suite. Ensuite, nous avons une phrase introductive par votre mail du 9 mars jusqu'au 19 mars. Pour rappel, vous remarquerez que les phrases sont courtes. Je vous l'ai dit la semaine dernière, lors de la rédaction de courrier formel, il vaut mieux opter pour des phrases courtes. Ensuite, j'ai le développement, c'est l'objectif du mail. Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes disposés à proroger la date de cet effet. C'est-à-dire qu'ils acceptent. Donc, qu'ils acceptent le délai, les délais proposés. Et ensuite, nous avons la conclusion, puis nous avons la formule de politesse qui est cordialement. Nous allons voir également les formules de politesse. Alors, je vais passer au document suivant. Alors, dans les documents suivants, on vous demande de relever, bon ici on vous demande de souligner, en ces différentes couleurs, donc de relever les différentes parties du mail ou du courriel. Vous avez l'appellation, l'introduction. Attention, l'introduction, elle ne figure pas dans tous les mails. Pourquoi? Parce que l'introduction rappelle la conversation ou le mail précédent. Lorsque c'est un premier mail, il n'y a pas de précédent, sauf s'il y a une conversation. Et parfois, il n'y a pas de précédent. Donc, l'introduction n'a pas lieu d'exister, n'a pas lieu d'être, de figurer sur le mail. Vous avez le développement. Le développement, quant à lui, est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif du mail. Qu'est-ce que l'on recherche? Vous avez la conclusion et vous avez la formule de politesse. Alors, vous avez un ensemble de mails. Je vais vous laisser quelques instants pour les lire et je vais vous demander d'essayer de dégager les différentes parties pour chaque mail. Alors, voilà. Donc, vous voyez les différentes parties. L'appellation, l'introduction, le développement, la conclusion, la formule de politesse. Et je vous laisse quelques instants pour lire le mail suivant. Alors, je relis le mail. Alors, l'objet, complément d'information. Attention, l'objet doit toujours figurer. Il est indispensable d'avoir un objet sur un mail. L'objet doit être nominalisé, c'est-à-dire je ne veux pas avoir de phrase verbale. Il faut que je nominalise, que j'utilise des noms. L'objet doit être concis, court, et insister sur l'objectif du mail. Est-ce que c'est une demande d'information? C'est une demande de complément d'information? Est-ce que c'est une confirmation, par exemple confirmation de réservation? Est-ce que regret, j'exprime le regret? Est-ce que c'est un rappel de quelque chose, etc. Alors, je vais lire le premier mail. Donc, objet, complément d'information. Comme je viens de vous le dire, j'ai des noms et non pas des phrases verbales. Madame, monsieur. Alors, madame, monsieur, c'est l'appellation. Appellation, elle désigne le ou les destinataires du mail. Je n'ai pas le nom de la personne. Lorsque je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, je mets madame, monsieur. Attention, ne mettez pas monsieur. C'est discriminatoire. Madame, monsieur, je ne sais pas si, par exemple, si je m'adresse au directeur des ressources humaines, je n'ai pas à mettre monsieur. Rien ne me dit qu'il ne s'agit pas d'une dame. Donc, vous mettez madame, monsieur, sauf si vous connaissez le nom de la personne. Et là, vous savez que c'est monsieur X ou monsieur Y, ou madame X ou madame Y. Alors, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société. En réponse à votre demande, nous vous adressons une documentation détaillée de nos produits. Donc vous avez, en ce qui concerne les conditions de règlement, nous vous proposons 30% à la commande par chèque bancaire, le solde en 2 traites accepté à la réception de la marchandise. Nos prix sont garantis pour une commande effectuée avant l'heure. Par ailleurs, nous vous signalons que nous pratiquons une dégressivité sur nos tarifs en fonction des quantités demandées. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile, cordialement. Alors, on revient à la structure du mail. L'appellation, madame, monsieur. L'introduction. Alors, l'introduction rappelle la conversation ou les mails précédents. Nous vous remercions et vous avez, en réponse à votre demande, excusez-moi, ça veut dire que la personne a déjà émis un souhait. Elle a déjà effectué une demande. Donc voilà donc l'introduction. Et ensuite, vous avez le corps du mail ou le développement. Voilà. Elle donne une information. Ici, la personne a émis le désir
d'avoir une information concernant les conditions de paiement. Elle lui donne l'information, donc elle lui donne les conditions de paiement. Ensuite, la conclusion. Nous nous tenons à votre disposition. Et enfin, la formule de politesse, cordialement. Voilà, en ce qui concerne la structure du mail. Donc, dans ce mail-là, nous retrouvons les 5 parties. Je passe au mail suivant. Je vais vous laisser quelques instants pour le lire. Il est beaucoup plus court. Voilà. Je vous laisse quelques instants. Alors, l'objet demande d'un tarif préférentiel. Madame, Monsieur, nous vous remercions de la documentation et des tarifs relatifs à que vous nous avez adressés et qui ont retenu toute notre attention. Cependant, nous avons constaté que l'ensemble de vos prix était supérieur à ceux pratiqués par vos concurrents. Nous espérons qu'il vous sera possible de nous accorder un tarif préférentiel qui nous permettra de vous passer une commande. Salutations distinguées. Idem, le plan est le même. Madame, Monsieur, l'appellation. Nous vous remercions de la documentation, c'est l'introduction. Rappel du mail précédent, parce que la personne, l'émetteur leur a déjà envoyé une documentation. Ensuite, le développement. Le développement, c'est l'objectif du mail. L'objectif du mail, c'est informer le fournisseur que les prix qu'il propose sont supérieurs à ceux de ses concurrents. Donc, nous avons constaté que vos prix étaient supérieurs. Enfin, la conclusion, nous espérons. Donc, il y a un espoir, une attente. Et enfin, la formule de politesse, salutations distinguées. Voilà pour le mail suivant. Alors, le plan est identique. Madame, Monsieur, nous avons bien reçu votre email relatif aux articles défectueux. Nous regrettons cet incident indépendant de notre volonté. Nous vous proposons de remplacer immédiatement les articles défectueux. Cependant, ceux-ci devront nous être retournés dans leur emballage d'origine. Nous vous prions de nous excuser de cet incident. D'accord ? Donc l'objectif, c'est article défectueux. L'objectif de ce mail, c'est de s'excuser et de proposer une contrepartie. D'accord ? Parce que les articles sont arrivés au client en mauvais état. Donc l'appellation, Madame, Monsieur. L'introduction, nous avons bien reçu votre mail. Le développement, donc on regrette cet incident et on propose de reprendre des articles défectueux et de les échanger. Et ensuite, en guise de conclusion, le fournisseur s'excuse, nous vous prions de nous excuser. Et enfin, la formule de politesse, bien cordialement. Je reviendrai aux différentes formules de politesse. Parfois, vous pouvez utiliser cordialement, mais généralement on utilise le cordialement lorsque la communication est horizontale, c'est-à-dire lorsque vous vous adressez à un collègue. Lorsque vous vous adressez à un supérieur hiérarchique, il vaudrait mieux utiliser respectueusement. Par exemple, si vous vous adressez, vous en tant qu'étudiant, vous vous adressez à un membre de l'administration ou à un enseignant, utilisez davantage le terme respectueusement plutôt que cordialement. Je passe au dernier mail, on va passer rapidement. L'objet, c'est un rendez-vous, ce serait une demande de rendez-vous. Madame, Monsieur, j'aimerais faire le point sur la situation financière de mon entreprise. En ce sens, j'aurais voulu vous rencontrer. Vous serait-il possible de m'accorder un rendez-vous dans les prochains jours et de me contacter sur mon portable dont le numéro est, afin d'en fixer le jour et l'heure. Je me tiens à votre disposition. Cordialement. Donc ça pourrait être, ce genre de mail pourrait être écrit, rédigé par un étudiant. Par exemple, un étudiant qui demande à avoir un rendez-vous avec son enseignant. Ou son enseignant, par exemple, il va commencer le mail par Madame. J'aimerais pouvoir faire le point, par exemple, sur l'état d'avancement de mes travaux. J'aimerais vous rencontrer ou j'aurais voulu vous rencontrer. Vous serait-il possible de m'accorder un rendez-vous dans les prochains jours? Par exemple, je me tiens à votre entière disposition et là, ça serait respectueusement et non pas cordialement parce que vous vous adressez à un enseignant. Voilà. Donc, toujours le même plan, Madame, Monsieur, l'appellation, il n'y a pas d'introduction dans ce mail-là. Il n'y a pas d'introduction parce qu'il n'y a pas de précédent. Donc, j'aimerais faire le point sur la situation, par exemple, de l'état d'avancement de mes recherches. Je rentre directement dans le développement. La conclusion, je me tiens à votre disposition. Et la formule de politesse, j'ai le cordialement.
Voilà. Alors, ce sont des mails pris de situations professionnelles, mais vous pouvez bien sûr l'adapter au milieu universitaire. Alors, je vais passer donc au document suivant. Donc, le courriel, on dit courriel, les Québécois préfèrent utiliser le terme courriel. Bon, au Maroc, on utilise plus le mail, hein, le terme mail. Donc, la structure du courriel ou du mail, elle contient 4 ou 5 parties. L'appellation désigne le ou les destinataires, l'introduction, elle rappelle la conversation ou les mails précédents. Par conséquent, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette étape ne figure pas dans tous les courriels, dans tous les mails. Comme par exemple, si vous demandez rendez-vous à votre enseignant, si vous lui demandez de vous accorder un rendez-vous, il n'y a pas eu de précédent, ce n'est pas la peine de noter, d'avoir une introduction. Vous avez le développement, c'est l'objectif du mail. Alors, je le répète, allez droit au but. Ne laissez pas les informations secondaires parasiter l'information essentielle. D'accord? Ne vous perdez pas dans les détails. La conclusion, elle montre l'intérêt envers le destinataire et enfin la formule de politesse. Alors, vous avez un ensemble d'appellations. Par exemple, vous avez Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs, Cher Monsieur, Chère Madame. Alors, c'est à utiliser avec parcimonie, tout dépend de la personne. Si vous l'avez déjà rencontré, vous pouvez utiliser le cher. Bonjour Madame ou bonjour Monsieur, vous pouvez dire bonjour Monsieur et vous mettez son nom de famille. Attention, le monsieur est suivi du nom de famille et non pas du prénom. Alors, vous avez l'introduction. Cette étape rappelle le mail précédent ou l'objet d'une conversation antérieure. Donc, elle ne figure pas dans tous les mails. Par exemple, je peux dire « Votre mail du relatif à » ou « À la suite de notre conversation téléphonique, nous vous adressons » ou « À la suite de la dernière réunion qui a eu lieu, etc. » Je vous demande de m'accorder, par exemple, je voudrais que vous m'accordiez un rendez-vous ou nous accusons réception de votre mail. Alors, le développement, il constitue le corps du courriel et traite le sujet qui justifie son envoi. On distingue généralement dans le mail 4 situations qui justifient l'envoi du mail. Ne vous perdez surtout pas dans les détails. Je rappelle qu'un mail doit être court. Vous pouvez rappeler certaines dates, certaines informations, mais il ne faut pas se perdre, il faut aller droit au but. Alors, ça peut être une demande, ça peut être une explication, une justification, une proposition. Si vous demandez, par exemple, vous demandez à un enseignant de vous accorder un rendez-vous, vous pourriez dire je vous serai, par exemple, reconnaissante de m'accorder un rendez-vous, etc. Ou vous serait-il possible? Ou j'aimerais savoir s'il est possible que vous m'accordiez, par exemple, un rendez-vous. Pour l'explication, si c'est pour exprimer un regret, pour expliquer, nous sommes au regret de vous informer que, nous tenons à vous signaler que, nous regrettons de vous informer que, d'accord? Pour une justification. Malheureusement, je ne pourrai pas, par exemple. Malheureusement, ou nous ne serons pas en mesure pour des raisons indépendantes de notre volonté. Il nous est impossible. Par exemple, un ancien pourrait vous répondre, il m'est impossible, par exemple, de vous accorder un rendez-vous cette semaine. Par contre, etc. Je vous propose, etc. Pour la proposition, nous vous proposons, par exemple, ou je vous propose de vous rencontrer, nous vous proposons, ou nous sommes disposés à. Pour la conclusion, elle constitue souvent une répétition synthétique des idées énoncées dans le développement. Elle peut commencer, ou ça peut être une phrase du style « Nous nous tenons à votre disposition, nous vous prions de nous excuser, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez, ou nous nous tenons à votre disposition pour toute information, etc. » Alors pour les formules de politesse, cordialement ou bien cordialement. Respectueusement lorsque le mail est destiné à un hiérarchique. Un enseignant, l'enseignant est un hiérarchique, donc vous mettez respectueusement, s'il vous plaît. Bien à vous également. Voilà donc quelques éléments qui résument tout cela. Alors, vous avez un courriel
avec des erreurs. Alors, c'est exactement le même document sur lequel nous avons travaillé la semaine dernière. C'est un mail rédigé par Youssef Rami au service commercial de l'Ifran Service. Et dans ce mail, il exprime son mécontentement concernant la réparation, le retard qui a eu lieu pour la réparation de son photocopieur. Et donc c'est un mail qui est beaucoup trop long. Nous avons travaillé la semaine dernière sur la structure des phrases. Là, il faudrait reprendre ce courrier et respecter le plan du mail, à savoir l'appellation, l'introduction, le développement, la conclusion, la formule de politesse. Donc c'est une activité que je mettrai à votre disposition lorsque les capsules vidéo seront en ligne pour que vous puissiez le faire. Je ne vais pas m'attarder sur ce mail-là. Voilà. Et je vais partager avec vous le dernier document. Excusez-moi. Alors, le dernier document résume également tout ce que l'on vient de dire. Voilà. Alors, vous avez quelques exemples de mails en contexte formel. Alors, quand on dit formel, c'est en milieu universitaire ou en milieu professionnel. Lorsque vous envoyez un mail en milieu universitaire, c'est un contexte formel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire comme vous voulez. Vous ne pouvez pas écrire comme vous l'entendez. Contrairement à lorsque vous vous adressez à un ami, vous avez davantage de liberté. Là, vous devez impérativement respecter certaines règles à suivre. Alors, vous avez des formules, se référer à, voilà. Vous avez des exemples de mails. Voilà, vous avez des exemples de mails. Par exemple, pour confirmer, merci de votre envoi, je vous remercie de votre mail, j'ai bien reçu votre mail et vous en remercie. Comme convenu, vous trouverez ci-joint la première correction, par exemple, du travail, etc. Voilà, alors on peut commencer également par bonjour, madame, etc., bonjour, madame, etc. D'accord? Voilà, vous avez des exemples de mails, je vous laisse... je vous laisse quelques instants pour le lire et ensuite je le relirai à haute voix. Alors, je vais relire avec vous ce mail-là. Donc, ce mail, l'émetteur, c'est Patrick Martin et le destinataire, c'est Céline Dupont. L'objet, c'est candidature pour un stage à partir de septembre. Bon, c'est la date. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais attirer votre attention sur le « re ». Et évitez dans l'objet du mail le enlevez-le, mettez directement candidature. D'accord? C'est pas très professionnel parce que ça fait comme si nous n'avions fait qu'envoyer, sans reprendre, sans revoir l'objet. Alors, bonjour ou mademoiselle, nous avons bien reçu votre mail. Mail s'écrit avec E, accent aigu ou AI. Et vous en remercions. Votre candidature a retenu toute notre attention. C'est pourquoi nous souhaitons vous rencontrer lors d'un entretien la semaine prochaine. Nous vous prions donc de nous faire connaître vos dispositions dès que possible. Nous vous contacterons ensuite par mail ou téléphone. Dans cette attente, veuillez agréer, mademoiselle, nos sincères salutations. Voilà, par exemple, un mail qui contient les différentes parties, différentes étapes. Voilà, vous avez différents exemples. Alors là, on vous dit, en ce qui concerne l'objet du mail est sans article. Exemple, demande d'information, candidature pour un stage, absence au cours, etc. Ne mettez pas là une demande d'information. Je ne veux pas d'article. Pas d'article, s'il vous plaît, que ce soit des articles définis ou indéfinis, pas d'article dans l'objet du mail. Ne mettez pas candidature ou la candidature pour un stage, candidature pour stage. D'accord? Ou absence au cours, justification pour absence. D'accord? Ne mettez pas d'article. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'objet, pas de verbe également, pas de verbe conjugué, nominalisez l'objet du mail. Voilà. Bon, alors vous avez un ensemble de conseils à respecter. Alors, je vais partager avec vous le dernier document. C'est une petite activité un mail que je vous demande de rédiger. On vous demande de rédiger un mail
destiné à votre directeur, par exemple votre directeur de stage, pour faire la demande exceptionnelle d'un jour de congé. Donc vous êtes en train d'effectuer un stage et vous êtes dans l'obligation de vous absenter, par exemple la semaine prochaine, mercredi prochain, et vous rédigez un mail. Alors attention, ces demandes-là doivent se faire par écrit. Alors ce courrier devra comporter 4 parties, l'appellation. Il n'y a pas d'introduction parce qu'il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de rappel de la conversation de mail précédent. Donc l'appellation, le développement, la conclusion et la formule de politesse. Voilà. Alors, je vous invite vivement à rédiger ce mail comme en guide d'entraînement. Voilà. Alors, la première partie de cette séance prend fin. J'espère vous revoir prochainement. Sur ce, je vais laisser céder la parole à Madame Belhaj qui revient sur les valeurs temporelles. Et sur le récit, plus précisément. Aujourd'hui, la seconde partie de la séance sera consacrée au récit. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, nous allons donc continuer sur ce qui a été déjà traité lors des 2 premières séances. Je fais toujours un petit rappel. La première séance qui avait porté donc sur les temps verbaux et la deuxième séance lors de laquelle nous avons vu comment sont formés les temps verbaux, c'est-à-dire les temps simples et les temps composés. La deuxième séance était consacrée la semaine dernière aux valeurs temporelles, c'est-à-dire tous ces temps qui sont employés, donc que vous allez utiliser, à quoi vont-ils servir, quand est-ce que vous allez les employer. Donc nous avons vu un petit peu quelques valeurs, les valeurs les essentielles, je dirais, donc de ces temps verbaux. Aujourd'hui, je rappelle que je n'ai pas parlé des modalités verbales. Attention, je le répète, je n'ai touché qu'aux valeurs temporelles. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir un petit peu, j'ai choisi donc comme item à traiter, celui du récit au passé. Une fois que vous avez donc, je dirais, un petit peu révisé vos temps verbaux, une fois que vous savez un petit peu quand est-ce qu'on va les employer, ben moi je propose aujourd'hui de traiter le récit au passé, c'est-à-dire une fois toutes ces choses appropriées au niveau de la conjugaison verbale, eh ben, quand on veut raconter un événement, c'est-à-dire faire le récit de quelque chose, eh ben, le problème qui se pose pour pas mal d'élèves et d'étudiants, je dirais, c'est le choix des temps verbaux. Quand est-ce que je vais recourir au présent? Quand est-ce que je vais recourir au passé? Quand est-ce que je vais recourir au futur, etc. Ici, moi, je vais parler du récit au passé. Alors, pour le récit au passé, il y a 3 modalités verbales, je dirais 3 temps verbaux qui vont intervenir en général. Je ne parle pas bien sûr du passé simple, ça je l'avais déjà dit la semaine dernière, le passé simple qui est quand même un temps révolu. Quand vous racontez, quand vous parlez dans la vie quotidienne, vous parlez d'un événement qui s'est produit, quelque chose qui vous est arrivé, eh bien, vous serez obligé bien sûr d'en parler au passé, pas au présent, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou ce matin même. Et donc, vous êtes obligé de recourir au temps du passé que nous avons examiné ensemble et qui sont essentiellement, pour le récit au passé, ce sont essentiellement le passé composé. J'avais dit que le passé composé est un passé qui est proche du présent par rapport à l'imparfait. Vous aurez également le recours à l'imparfait et des fois aussi le recours au plus que parfait dans un récit au passé. Alors, quand est-ce que je vais employer le passé composé dans un récit? J'ai dit le passé composé, l'imparfait et aussi le plus que parfait. Pourquoi?
Alors pour aujourd'hui, afin d'expliquer tout cela, mon objectif donc c'est traiter du récit au passé. Pour cela, moi j'ai proposé le texte, ce petit texte que vous avez sous les yeux, écrit au tableau. Ce récit aurait pu être un récit au présent. Si c'est un récit au présent, eh bien tout simplement je vais mettre tous les verbes ici, je dirais, au présent. Le récit au présent, le récit au passé. Mais quand je raconte, j'utilise quand même les temps du passé. Quand je raconte un événement qui a eu lieu, je suis dans l'obligation de utiliser les temps du passé. Alors regardez au tableau, regardez le texte, il était environ 10 heures. Je vais lire le texte. Vous allez voir qu'au travers de ce texte, nous avons des temps qui sont différents. C'est le jeu entre le passé composé et l'imparfait dans ce petit texte. Il était environ 10 heures. Soudain, 3 hommes qui faisaient la queue près des guichets ont attaqué le caissier. Comme la banque était pleine de monde, le caissier a donné l'argent aux bandits, mais il a averti secrètement la police qui est arrivée immédiatement sur les lieux. 2 voleurs ont été arrêtés. Le 3e a réussi à s'échapper avec la caisse. Il portait une veste grise, un chapeau et des lunettes noires. En observant donc ce texte-là, nous constatons que des fois il y a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait, il était. D'autres verbes sont conjugués au passé composé. Par exemple, qui faisait, ont attaqué. Vous avez le premier verbe à l'imparfait, donc l'auxiliaire. Le second, c'est le verbe faire à l'imparfait. Le 3e, au passé composé, c'est le verbe attaquer. Vous avez également ici, comme la banque était pleine de monde, le caissier a donné, passé composé, l'argent au bandit, mais il a averti secrètement la police qui est arrivée là aussi. Regardez, c'est des passés composés du verbe donner, passé composé du verbe avertir, passé composé du verbe arriver, est arrivé immédiatement sur les lieux. 2 voleurs ont été arrêtés. Moi, je dirais ici que j'ai un passé composé. Je l'expliquerai. Le 3e a réussi à s'échapper avec la caisse. Il portait donc passé composé. Il portait un parfait, un chapeau, une veste grise, un chapeau et des lunettes noires. Vous voyez qu'il y a une variation au niveau des temps verbaux. Il y a des verbes qui sont à l'imparfait et d'autres au passé composé. Alors, comment je vais faire? Comment devrais-je faire pour faire un récit tel que celui que vous avez ici présent au tableau? Quand est-ce que je vais employer mon imparfait et quand est-ce que je vais employer mon passé composé? Et je dis à ces 2 temps verbaux essentiels dans un récit au passé, peut s'ajouter également le plus que parfait. Et j'avais dit la dernière fois que le plus que parfait, c'est le temps de l'antériorité. Ici, je n'ai pas d'action antérieure pour glisser un imparfait, mais on pourrait toujours essayer de le faire peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit il était environ 10 heures? Moi, je vais travailler avec, je dirais, avec deux colonnes. J'ai l'imparfait et le passé composé. Voilà, imparfait, passé composé. Pourquoi avons-nous employé ici l'imparfait? Il était environ 10 heures. Eh bien, tout simplement parce que je situe l'événement dans le temps. Quand je situe l'événement dans le temps ou dans l'espace, j'emploie toujours l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est pour la situation dans le temps ou dans l'espace. Situation dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps ou l'espace.
Voilà. Dès que vous situez l'événement dans le temps ou bien dans l'espace, l'espace c'est-à-dire le lieu où se déroule l'événement, par exemple, je dirais, j'étais dans un restaurant, le jour où j'ai connu ma femme, j'étais dans un restaurant. Le jour où j'ai connu ma femme, j'étais dans un restaurant. J'étais dans un restaurant, c'est une situation dans l'espace. Voilà, ici, c'est une situation dans le temps. Pour toute situation dans le temps ou dans l'espace, on va employer l'imparfait. Je continue. Soudain, 3 hommes qui faisaient la queue près des guichets ont attaqué le caissier. Regardez ici, j'ai 2 temps verbaux, l'imparfait et le passé composé. L'action de faire est à l'imparfait, l'action de attaquer est au passé composé. Pourquoi? Tout simplement, l'imparfait, pourquoi on a cette action, l'action du verbe faire à l'imparfait? Parce que c'est une action qui dure dans le temps. Quand on est dans une banque, eh bien, on attend son tour, on fait la queue, d'accord, et on attend son tour. Et le fait donc d'attendre, faire la queue, ça veut dire une action qui dure dans le temps. Je fais la queue, c'est-à-dire j'attends mon tour, donc ça dure dans le temps. Alors, l'imparfait, c'est pour les situations qui durent dans le temps, les actions, pardon, qui durent dans le temps. Actions qui durent d'une certaine durée, ou bien qui durent dans le temps. Je laisse comme ça. Les actions qui durent. Ça, c'est pour cette raison que nous mettons l'imparfait. Soudain, 3 hommes qui faisaient la queue près des guichets ont attaqué le caissier. Par opposition à l'imparfait qui est réservé aux actions d'une certaine durée, qui durent, le passé composé, c'est pour les actions courtes. Alors, je mettrai ici opposition, action courte. C'est-à-dire qui ne dure pas dans le temps. Vous allez me dire, je vais l'expliquer. Pourquoi? À cause de soudain. Soudain et tout à coup sont des adverbes qui montrent que l'action est très courte, en un clin d'œil. Une action qui se fait en un clin d'œil. Donc soudain et tout à coup, je mettrai entre parenthèses, soudain pour rappeler l'action courte, tout à coup. Tout à coup. Alors, avec soudain et tout à coup, par exemple, qui sont des adverbes qui montrent que l'action est très courte, on va employer le passé composé. Je reste toujours au niveau de cette phrase, je n'ai pas terminé. J'ai dit qu'il faisait, soudain, 3 hommes qui faisaient la queue près des guichets ont attaqué le caissier. Je dirais également, on dira également que le passé composé est utilisé pour les actions principales dans l'événement. C'est comme dans un film. Vous voyez l'acteur, le héros dans un film, il agit. Schwarzenegger, par exemple, dans un film d'action, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit. Vous le voyez. Ça, ce sont les actions principales. Les actions principales. Donc, quelle est l'action principale ici, importante dans mon récit? C'est que les 3 hommes ont attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 3 hommes ont attaqué. C'est une action principale. Et faisait la queue, c'est une action secondaire. Ce n'est pas une action principale. C'est une information, un détail que nous sommes en train de donner à propos de ces 3 hommes. Que faisaient-ils dans cette banque? Ils faisaient la queue. Mais leur objectif, ce n'était pas de faire la queue. Leur objectif, c'était de attaquer donc, la banque, de cambrioler la banque. Donc, ont attaqué, c'est une action principale. Action, donc le passé composé, c'est pour les actions principales.
Alors que le passé composé, c'est pour les actions principales, alors que l'imparfait, c'est pour les actions secondaires. Faisait la queue est une action quand même secondaire par rapport à attaquer qui est une action principale. Alors je récapitule. Imparfait pour les situations dans le temps, dans l'espace. L'imparfait également pour les actions qui durent dans le temps. Regardez, faisait, c'est une action qui dure. Par contre, le passé composé en attaqué, c'est pour les actions courtes. Qu'est-ce qui montre que c'est une action courte? C'est l'adverbe soudain qui est employé ici. Autre explication de l'emploi de l'imparfait du passé composé, toujours dans cette phrase, une autre explication, c'est que faisait est une action qui est secondaire par rapport à ont attaqué qui est une action principale. Elle fait partie de l'événement. C'est une action importante dans ce que je raconte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué le caissier. Comme la banque était pleine de monde, je continue, comme la banque était pleine de monde, le caissier a donné l'argent au bandit, mais il a averti secrètement la police qui est arrivée immédiatement sur les lieux. Bon, je m'arrête là. Comme la banque était pleine de monde, là aussi nous avons un imparfait. Comment peut-on expliquer cet imparfait? Eh bien, tout simplement de deux manières. Il y a deux façons d'expliquer l'imparfait au niveau du récit au passé dans ce petit fragment de texte. De deux manières. Soit on va dire tout simplement que, et c'est ce que j'ai vu avec vous la semaine dernière, j'avais dit que l'imparfait c'est le temps par excellence de la description. Par excellence de la description, que nous allons retrouver à la fin de ce texte-là même, une description. Alors, comme la banque était pleine, on peut dire que ici nous avons l'imparfait parce que, tout simplement, il y a une description de la banque. Elle était comment? Elle était pleine. Description. Description. Comme la banque était pleine de monde, le caissier a donné l'argent. Pourquoi le passé composé? Parce que c'est une action principale. Qu'est-ce que le caissier a fait? Il a donné l'argent. Ensuite, action donc, s'il vous plaît, principale. Principale. Il a donné l'argent au bandit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti secrètement la police. Qu'est-ce que la police a fait? La police est arrivée immédiatement sur les lieux. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a arrêté. La police a arrêté deux voleurs. C'est la phrase active. La police a arrêté deux voleurs. Ça se voit, à travers cette phrase-là, j'utilise ce qu'on appelle la transformation active de la phrase, ou la forme active, ou la voix active de la phrase. Je parle de transformation active. La police a arrêté deux voleurs. Maintenant, si je transforme ma phrase à la voix passive, si j'applique une transformation passive, je dirais deux voleurs ont été arrêtés, bien sûr, par la police. Donc, ont été arrêtés, ici, d'ailleurs, regardez, l'auxiliaire être est utilisé et conjugué au passé composé. D'accord? Non. C'est un passé composé. C'est la forme passive du verbe arrêter au passé composé. L'auxiliaire être est mis au passé composé. Parce que si je transforme cette phrase-là à la forme active, je dirais la police a arrêté deux voleurs. Deux voleurs ont été arrêtés par la police. Alors, je reviens sur mon passé composé. Le caissier, qu'est-ce qu'il a fait? Les voleurs ont attaqué, action principale. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le caissier a donné l'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti immédiatement, secrètement, la police. Qu'est-ce que la police a fait? Ben, la police, elle est venue, elle n'a pas commencé à lire de cela, qui est arrivée immédiatement. Voilà, c'est l'action. Comme lorsque je vous dis, le héros dans un film, il agit. J'ai donné comme exemple tout à l'heure un acteur qui est souvent le héros de films d'action, j'ai parlé de Schwarzenegger par exemple, qui est arrivé immédiatement sur les lieux. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté deux voleurs. Voix passive, deux voleurs ont été arrêtés. Mais
pas active, c'est la police a arrêté deux voleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le troisième a réussi à s'échapper avec la caisse. Voilà l'événement. Voilà l'événement essentiel. Je suis en train de raconter. Donc, les bandits ont attaqué le caissier a donné l'argent, il a averti la police est arrivée et elle a arrêté deux voleurs. Voilà mon histoire, voilà l'événement principal que je suis en train de raconter, les actions principales de l'événement. Donc c'est pour cela que toutes ces phrases-là, tous ces verbes-là sont au passé composé. C'est-à-dire, le passé composé est réservé aux actions principales et je dirais même aux successions d'actions principales ou succession d'actions principales comme nous le voyons dans ce texte. Action principale. Voilà, vous le voyez bien dans ce texte. Les voleurs, les hommes ont attaqué le caissier a donné, il a averti, la police est arrivée et deux voleurs ont été arrêtés, le troisième a réussi à s'échapper. Succession d'actions principales. Voilà l'essentiel de mon événement. Le reste, c'est quoi? Le reste, comme je vais le dire, les autres verbes qui sont à l'imparfait. Deux voleurs ont été, troisième a réussi à s'échapper avec la tête. Il portait une veste grise, un chapeau et des lunettes. Nous sommes dans la description, donc l'imparfait. L'imparfait, donc, dans mon récit, à quoi sert-il? L'imparfait, dans mon récit, il sert à enrichir le récit. Enrichir le récit, tout simplement. Autrement dit, moi je dirais tout simplement, et c'est quelque chose que j'aime bien dire, hein. Regardez, moi j'ai donné l'essentiel, l'imparfait c'est pour la description, c'est pour la situation dans le temps et dans l'espace, pour les actions qui durent dans le temps, pour les actions secondaires. Le passé composé, c'est pour les actions principales ou succession d'actions principales, et c'est également pour les actions courtes, si jamais nous avons des adverbes qui montrent que l'action est très courte. Est-ce qu'au niveau du récit, on s'arrête là? Non, l'imparfait, je dirais également pour le souvenir. On l'a déjà travaillé la semaine dernière, je vous ai dit que l'imparfait, il est également utilisé pour les souvenirs. L'imparfait est également employé pour, je dirais, des indicateurs de temps qui ne sont pas précis. Comme je dirais, quand j'étais jeune, par exemple, je faisais du sport. Quand j'étais jeune, à quel âge, vous ne savez pas. Mais par exemple, quand l'époque est précisée, on va employer le passé composé. Donc, l'imparfait pour des périodes, je dirais, de temps qui ne sont pas précises. Quand j'étais jeune, d'accord, je faisais du sport. À quel âge, vous ne savez pas. Je ne détermine pas mon âge, je ne le précise pas. Donc, j'emploie l'imparfait. Mais quand je dis, par exemple, de 2012 à 2020, j'ai habité Rabat. C'est-à-dire ici, l'époque, je dirais, la durée, la période dans laquelle j'ai habité Rabat est précise. Quand la date est précise, c'est-à-dire la période temporelle, quand il y a une indication temporelle qui est précise, on va utiliser le passé composé. Par contre, quand l'époque n'est pas précise, on va employer l'imparfait. Voilà, on peut l'ajouter ici au tableau. Pour ce qui est de l'imparfait par rapport au passé composé, on peut ajouter également l'imparfait, c'est pour les souvenirs. D'accord? C'est pour également les souvenirs. Et je voulais tout simplement
plus de cela, une autre chose, regardez, si je m'arrête ici au niveau de cette phrase, je peux l'expliquer de deux manières. Quand tout à l'heure, j'ai dit qui faisait la queue, c'est en même temps une action qui dure dans le temps et en même temps c'est une action secondaire. Ce sont ces deux raisons pour lesquelles on va mettre ce verbe-là à l'imparfait. Ici, on dira, comme la banque était pleine, là aussi je peux l'expliquer de deux manières différentes. Soit je dirais, il y a un imparfait parce qu'on décrit la banque, comment était-elle, elle était pleine de monde, et on dira aussi, attention, ça c'est aussi très important, on dira aussi qu'on a employé, s'il vous plaît, l'imparfait, parce que c'est une cause. Sachez-le, s'il vous plaît. Dans un récit, la cause est toujours à l'imparfait et la conséquence, le caissier a donné, c'est une conséquence de cette cause. C'est parce que la banque était pleine de monde que le caissier a donné l'argent. Comme c'est une conjonction, d'accord, qui exprime la cause. Et donc, en français, sachez que quand j'ai cause et conséquences sont indissociables. À toute cause, il y a une conséquence. Et toute conséquence est due à une cause. Je dirais, toute cause implique une conséquence. Et toute conséquence a pour origine une cause. Donc, ce qui fait qu'en français, dans un récit au passé, quand vous avez une cause et une conséquence, vous aurez toujours la cause à l'imparfait et la conséquence au passé composé. Quelle est la cause? Comme la banque était pleine. Parce que la banque était pleine. Qu'est-ce que le caissier a fait? Conséquence? Il a eu peur des clients. Il a craigné le pire pour les clients. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'argent. Il leur a donné l'argent aux bandits. Voilà, s'il vous plaît, je récapitule. L'imparfait, c'est pour les situations dans le temps et dans l'espace. L'imparfait, c'est également pour les actions qui durent dans le temps. Ou bien, c'est aussi des actions qui sont secondaires. L'imparfait, également, c'est pour la cause, n'est-ce pas? L'imparfait, c'est pour les souvenirs, il ne faut pas oublier. L'imparfait, c'est également pour des époques temporelles qui ne sont pas précises dans le temps. D'accord? Et le passé composé, c'est quoi? Le passé composé, c'est pour les actions principales, qui peuvent se présenter sous forme de succession d'actions, comme dans ce texte-là. Comme je l'ai souligné, ils ont attaqué, le caissier a donné, il a averti, la police est arrivée, elle a arrêté 2 voleurs, 2 voleurs ont été arrêtés, 3e a réussi à s'échapper, etc. Voilà la suite, c'est l'imparfait. Donc nous avons passé composé pour les actions principales ou succession d'actions, comme je viens d'énumérer, de faire l'énumération de ces différentes actions qui se succèdent. Et il est également fait pour les actions courtes, il est également réservé, comme je viens de le dire, pour la conséquence, n'est-ce pas? Il est réservé pour la conséquence. Si la cause est à l'imparfait, la conséquence est au passé composé. Le passé composé est également réservé à quoi? J'ai dit tout simplement tout à l'heure, aux époques de temps, les dates qui sont précises, d'accord? Quand l'époque dont vous parlez est précise, tout à l'heure j'ai dit de 2012 à 2020, j'ai habité à Rabat ou j'ai habité à Rabat, voilà, vous aurez donc le passé composé. Maintenant, le plus que parfait, on aurait pu l'avoir dans ce texte-là. On aurait pu rencontrer un plus que parfait. Par exemple, ici, je dirais, il a réussi à s'échapper avec la caisse qu'il avait enfoui, l'argent de la caisse qu'il avait enfoui dans un gros sac. C'est-à-dire que, avant de s'échapper, il a d'abord effectué une action qui précède celle de prendre la fuite, à savoir ranger l'argent dans un grand sac qu'il avait sur lui. Donc, je dirais, le 3e a réussi à s'échapper avec la caisse. Avec la caisse, ça veut dire avec l'argent de la caisse, le contenu de la caisse, qu'il avait enfoui dans un gros sac, ou dans un grand sac. Donc, qu'il avait enfoui, c'est une action qui se passe avant celle de s'échapper. Donc, dans un récit au passé, il s'agit d'une action antérieure à une autre.
l'action de mettre et de ranger, d'enfouir donc l'argent dans un grand sac, précède celle de s'échapper. D'abord, il a rangé son argent dans le sac, ensuite, il a pris la fuite. Donc, ce qui fait que on pourra avoir un plus que parfait. C'est possible d'avoir un plus que parfait si j'ajoute la phrase qu'il avait enfouie dans un grand sac. Voilà, j'espère que vous avez bien compris un petit peu le mécanisme ou les mécanismes donc, du récit au passé. Le récit au passé, il ne faut pas en avoir peur. Ce sont en général trois temps verbaux. Généralement, je dis trois temps verbaux qui interviennent, à savoir l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait. Voilà, le plus que parfait si jamais il y a une action qui est antérieure, qui a lieu, qui se déroule avant ces actions du passé qui sont soit au passé composé, soit à l'imparfait. J'espère que vous avez pris note de tout cela, n'est-ce pas? Donc sachez que faire un récit, raconter un événement au passé n'est pas sorcier, pas du tout, il y a des règles. J'ai essayé de les présenter donc sous forme de tableau, en partageant donc ce tableau en deux parties. C'est l'imparfait, le passé composé, et une troisième partie qui serait aussi le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est le temps de l'antériorité. C'est le temps par excellence de l'antériorité. Il ne sert qu'à présenter une action passée qui se déroule avant une autre dans le passé. Eh bien, je dirais toujours que j'espère que vous avez pris note de tout cela et que voilà, la séance d'aujourd'hui vous aidera à faire un récit, quel qu'il soit. Voilà, je vous souhaite, je vous dis bon courage et voilà, je termine donc ma séance d'aujourd'hui et j'espère vous voir bientôt, Inch'Allah. Très bonne journée. Au revoir.